Je m'appelle Maëlle Laurent, j'ai 35 ans. Je vis seule avec mon fils dans un petit appartement chaleureux à Valmeur, une ville au nord-ouest où les forêts denses et les ruelles humides me donnent le sentiment d'être à ma place. Mon quotidien tourne autour de Léo, mon fils de 12 ans, un garçon curieux au regard vif et à la passion débordante pour la vie marine. Il me rappelle sans cesse son père, Samuel, qui était officier dans la garde côtière. Depuis qu'il est seul et mort lors d'une mission de sauvetage il y a 6 ans, j'ai dû apprendre à naviguer seule. Je jongle entre un poste d'assistante dans une école et quelques contrats de photographie pour subvenir à nos besoins. J'ai appris à étirer chaque euro, à savourer les instants simples, comme entendre Léo éclater de rire lorsqu'on aperçoit des phoques sur la côte. Mais rien ne m'a préparé à ce coup de fil. Mais avant de vous raconter comment un simple coup de fil a tout fait basculer, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous. Et cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà dû choisir entre votre famille et ce qui comptait vraiment. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, parce que je me demande encore, est-ce que les liens du sang suffisent, ou est-ce que parfois, il faut s'en libérer pour survivre? Ce matin-là, un samedi frais, où l'odeur des pains se mêlait à celle du café, Léo a déboulé dans la cuisine, ses lacets défaits, débordant d'excitation. « Maman, le père d'Adrien nous emmène faire du vélo dans le parc de la Cascade. Je peux y aller ?» Il mâchait encore sa tartine. Je l'ai regardé en souriant, amusé par son énergie. « Casque et téléphone ?» ai-je demandé. Il a roulé des yeux, typique préado. « Je suis plus un bébé, maman. » J'ai ébouriffé ses cheveux en riant. « Tu me connais, c'est notre deal. Sois de retour avant 16 heures. On doit aller acheter ton matos pour ton projet de science. » Il a promis, enfourché son vélo, et m'a fait un signe de la main en s'éloignant. C'était la dernière image de notre ancienne vie. À 11h18, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Une voix de femme, calme mais urgente. « Madame Laurent, c'est au sujet de votre fils Léo. » Mon cœur s'est figé. Une voiture a quitté la route et l'a percuté sur la piste cyclable. Il était en route vers l'hôpital général de Valmeur, en état critique. J'ai perdu la notion du temps. Je ne me souviens pas avoir pris mes clés, ni conduit. Juste avoir couru à travers les portes automatiques, haletante, criant son nom à l'accueil. « Il est en chirurgie », m'a dit l'agent, douce mais ferme. Une responsable médicale m'a conduite dans une pièce à part, m'expliquant les blessures. Traumatisme crânien sévère, fémur brisé, côte fracturée, hémorragie interne. Le neurochirurgien faisait tout pour réduire la pression intracrânienne. Les prochaines 24 heures seraient décisives. « Est-ce qu'il va mourir ?» ai-je demandé. Ma propre voix me semblait étrangère. Elle ne m'a pas ménagée. « Il est jeune, il était en bonne santé, ça l'aide. » Mais c'est très grave. J'ai appelé mon père, Alain, incapable d'articuler sans sangloter. Il a promis de venir immédiatement. Ensuite, j'ai attendu. Dans une salle bondée de familles inquiètes, mon univers s'est réduit à une seule prière. Que Léo s'en sorte. L'intervention a duré 6 heures. 6 heures à faire les 100 pas, à murmurer des supplications à un Dieu auquel je n'étais même pas sûre de croire. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Quand le chirurgien est enfin arrivé, son visage était grave, mais calme. Nous avons stoppé l'hémorragie cérébrale. Il y a encore un fort œdème. Il est en coma artificiel, pour laisser le cerveau récupérer. Les prochaines 48 heures sont cruciales. Quand j'ai vu Léo, mes jambes ont failli céder. Mon petit garçon, si vivant quelques heures plus tôt, était méconnaissable. Sa tête bandée, un respirateur l'aidant à respirer, son corps inerte. Je me suis assise, tremblante. J'ai pris sa main sans déranger la perfusion. Une infirmière, Camille, m'a soufflé qu'il pouvait peut-être entendre ma voix. Alors j'ai parlé. De notre projet de visiter l'aquarium de Miramar cet été, de ce déguisement de plongeur qu'il avait choisi pour Halloween en hommage à son père. Je lui ai promis qu'on irait observer les loutres ensemble dès qu'il se réveillerait. Mon père est arrivé ce soir-là, m'a serré fort, déclenchant un torrent de larmes. « Tu n'es pas seule, Maëlle », a-t-il murmuré. Il est resté jusqu'à la nuit. Mais ma mère, Eliane, n'est pas venue. Elle est prise par un gala caritatif, a expliqué mon père gêné. Elle prie pour Léo. J'ai hoché la tête, trop vidée pour ressentir quoi que ce soit.
J'ai refusé de quitter la chambre, je me suis recroquevillée sur le fauteuil avec une couverture d'hôpital. Camille, l'infirmière, m'a apporté du café, a expliqué chaque détail médical, m'a convaincue de manger un peu. Je ne pouvais pas m'éloigner, pas tant qu'il n'avait pas ouvert les yeux. J'ai grandi à Béligné-sur-Mer, dans l'ombre des exigences de ma mère Eliane. Notre maison ultramoderne, posée face à la baie, était son trophée. Elle, grande agente immobilière, toujours impeccable, obsédée par l'image et les apparences. À l'intérieur, pourtant, c'était une cocotte minute. Elle réclamait l'excellence, sans relâche. Note parfaite, tenue irréprochable, sourire maîtrisé. Ma petite sœur, Solène, incarnait son idéal. Élève brillante, oratrice douée, toujours apprêtée comme une pub de magazine. Moi, j'étais correcte. Moyenne honorable, sportive, sociable, sans histoire. Mais ça ne suffisait jamais. « Pourquoi tu ne fais pas comme Solène ?» répétait-elle. Si Solène décrochait un prix de débat, mon but gagnant en match de foot ne valait rien. Mon père Alain, ingénieur discret et bienveillant, tentait d'apaiser les tensions. « Ta mère veut juste le meilleur pour toi. » Mais ces mots glissaient sans atteindre la douleur. Alors j'ai cessé d'essayer. Au lycée, j'ai trouvé mes propres refuges. La photo d'abord, capturer des instants réels, non posés, non jugés. Puis le refuge des refuges, le centre animalier où je passais des heures avec les chiens et les chats, loin des attentes. Ces passions m'ont construite. J'y ai forgé une identité que ma mère ne pouvait pas contrôler, même si sa désapprobation ne m'a jamais quittée. J'espérais toujours, au fond, son approbation. Mais je n'y croyais plus. À la fac, j'ai rencontré Samuel. Élève officier, calme, solide, qui voyait en moi autre chose que la fille pas assez bien. Il aimait mes photos, mes blagues nulles, mes rêves bancals. Il m'a vue, vraiment. Quand je leur ai annoncé notre fiançailles à 22 ans, ma mère a explosé. Un militaire ? Tu vas gâcher ton avenir. Elle a méprisé notre petit mariage civil à Valmeur. Critiqué ma robe simple, le buffet familial. Mon père m'a glissé un chèque et un « je suis fier de toi » discret. Léo était né un an après. Mélange parfait de l'audace de son père et de mes yeux verts. Même Eliane s'est attendrie à sa naissance. Mais ses conseils ont vite tourné à la critique. Trop d'écran, pas assez de règles, ce n'est pas comme ça qu'on élève un enfant. Quand Samuel partait en mission, je comptais sur mes parents pour m'aider. Mais l'aide d'Eliane venait toujours avec un prix. Cadeau hors budget, emploi du temps imposé. Et la fameuse phrase à double tranchant « Maman ne peut pas t'offrir ça, mais moi si ». Quand Samuel est mort, j'ai cru que mon monde s'écroulait. Léo n'avait que 5 ans. Il ne comprenait pas. Moi, j'ai dû comprendre pour 2. J'ai trouvé un appartement plus modeste. Repris un boulot stable. Maintenu vivante la mémoire de son père. Ma mère, elle, a voulu reprendre le contrôle. Reviens à Béligné, tu ne peux pas t'en sortir seule. J'ai refusé. Alors elle a intensifié sa guerre douce, offres empoisonnées, comparaisons toxiques. Les jumeaux de Solène codent déjà des applis, lançait-elle à table. Léo a encore du mal avec les divisions ? Je serrais les dents. Pour Léo. Il adorait ses cousins. Et parfois, quand ma mère baissait sa garde, on avait de vrais instants de famille. Mon père, lui, restait mon roc discret. Appels réguliers, petits mots glissés, soutien sans condition. À Valmeur, Léo et moi avions construit notre monde. Nos randonnées au bois de la Cascade, ses clubs de sciences marines, nos rêves d'aquarium. On pansait nos plaies. Jusqu'à l'accident. Et je n'avais aucune idée que l'épreuve la plus dure n'allait pas venir des médecins, mais de ma propre mère. 3 jours après le coma de Léo, j'étais à bout. Je ne dormais presque plus, je mangeais à peine, je vivais au rythme des bips des moniteurs. Les infirmiers, Camille surtout, me maintenaient à flot. Les parents d'Adrien m'ont apporté des vêtements. Mes collègues ont envoyé des repas que je n'ai pas pu avaler. Les parents de Samuel ont appelé du Sud, prêts à venir, mais je leur ai demandé d'attendre. Léo était stable. Une petite victoire. Pression cérébrale maîtrisée, meilleure oxygénation. Mais il ne se réveillait pas. Camille m'a supplié de prendre une pause. 20 minutes. Je reste avec lui. J'ai accepté. J'ai filé à la douche. Et là, mon téléphone a sonné. Eliane. Après 3 jours de silence, j'ai espéré qu'elle comprenne enfin. Maëlle, tu dois être à Béligné demain, 14 heures. C'est l'anniversaire de Solène.
J'ai cru mal entendre. Maman. Léo est entre la vie et la mort. Je ne peux pas partir. Elle a haussé le ton. Les médecins s'occupent de lui. Solène a préparé cette fête depuis des semaines. Si tu ne viens pas, j'annule son fonds pour l'université. Mon cœur s'est emballé. Mon fils luttait pour vivre et elle parlait de décoration de table. Je ne laisserai pas Léo, ai-je dit, glacé. Alors ne compte plus sur nous. La loyauté familiale va dans les deux sens. Et là, tout s'est cristallisé. 35 ans de pression, de critiques, de conditions. Je choisis Léo, ai-je dit. Adieu. J'ai raccroché, supprimé son numéro, et je suis retournée auprès de mon fils. Un calme étrange m'a enveloppée, au milieu du chaos. De retour dans la chambre, j'ai repris la main de Léo. Mes pensées tournaient en boucle autour de cette coupure radicale avec Eliane. Camille aperçut mon trouble. « Ça va » m'a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Pas vraiment. Mais je suis là pour Léo. Les machines continuaient de biper comme des rappels de la fragilité de sa vie. Un doute m'a traversé. Et si j'avais fait une erreur? Le fonds pour l'université, c'était un filet de sécurité que je ne pouvais pas reconstituer avec mon salaire. Est-ce que ma décision allait le pénaliser plus tard? Mais alors une image m'était revenue. Léo, à 7 ans, rentrant d'un week-end chez ma mère, les yeux embués. « Maman, est-ce qu'on est pauvre? Mamie dit que si tu avais épousé un homme plus riche, on aurait une grande maison. » Cette phrase avait brûlé. Ma mère s'était servie de son argent pour faire douter Léo de notre vie, pour effacer le sacrifice de Samuel. Ce jour-là, je lui avais dit que ce qui comptait, c'était l'amour, pas la surface du salon. Aujourd'hui, je lui ai murmuré la même chose, penché sur son oreiller. J'ai fait ce qu'il fallait, mon cœur. Je suis avec toi. Le soir, mon père a rappelé. Sa voix était tendue. Ta mère m'a parlé de votre dispute. Elle dit que tu as été irrespectueuse. J'ai tout raconté. L'ultimatum. Le ton, le mépris. Mon père a soupiré. Elle gère mal les crises, tu sais. Elle a peur. Ce n'est pas une excuse. J'ai répondu calmement. Je t'aime, papa. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Il a promis de venir, mais j'ai senti la distance s'installer. Mon univers s'était réduit à une chose. Léo. Le lendemain matin, un peu d'espoir a pointé. Docteur Nguyen, la neurologue de Léo, est venue me voir. Les derniers scanners montrent une baisse de l'œdème cérébral. On va diminuer la sédation aujourd'hui. Ce sera lent, mais c'est encourageant. Je me suis accrochée à ces mots comme à une bouée. Je l'ai observé sans relâche, guettant le moindre signe. Mon téléphone a vibré. Un message de Solène. Maman dit que tu ignores mon anniversaire. Léo est malade, mais ce n'est qu'une question d'heure. Tu aurais pu envoyer un cadeau. Je suis restée figée. Malade? Mon fils était dans un coma. Elle voulait un colis. D'autres messages sont arrivés, de cousins, de tantes, tous à propos de la fête. Aucun ne demandait des nouvelles de Léo. Ce mépris m'a glacée. Le soir, alors que je tenais la jambe de Léo pendant une séance de kiné passive, quelque chose s'est produit. Sa main a légèrement bougé. « Camille, tu as vu ça ?» Elle a accouru. Les moniteurs ont confirmé une activité cérébrale en hausse. Je me suis penchée. C'est maman, mon cœur. Si tu m'entends, serre un peu. Ses paupières ont tressailli, puis ses yeux se sont entr'ouverts. Brumeux, confus, mais vivants. Les larmes ont jailli. Docteur Nguyen est arrivé. Il commence à sortir du coma. C'est progressif, mais très bon signe. Pendant que la fête de Solène battait son plein à des kilomètres, j'étais exactement là où je devais être. Aux côtés de mon fils, qui revenait lentement à la vie. Léo a récupéré à une vitesse qui a surpris même l'équipe médicale. Le lendemain, il restait éveillé plus longtemps. Il répondait à des consignes simples. Quelques jours plus tard, on a retiré le respirateur. Sa voix était rauque, mais ses mots m'ont bouleversée. « Maman, t'es restée avec moi ?» J'ai souri à travers mes larmes. Toujours. J'étais en train de l'aider à boire quand la porte s'est ouverte à la volée. Ma mère et Solène ont déboulé sans prévenir. Eliane s'est plantée au pied du lit. « On essayait de te joindre. Solène a passé une soirée affreuse à cause de toi. » Léo a tourné la tête, confus. J'ai posé le gobelet. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais éteint mon téléphone.
Il vient de se réveiller. Parlons dans le couloir. Dans le couloir, elle a explosé. Ton absence a été une honte. Tu aurais pu venir 1 heure. Solène a ajouté. On a dû repousser les photos de famille. Tu aurais pu prévenir. J'ai respiré profondément. Mon fils est sorti du coma. C'est là que je devais être. Eliane a levé les yeux au ciel. Les médecins n'avaient pas besoin que tu colles à lui comme une ombre. Je me suis approchée. Je suis sa mère. C'est moi qui décide de ce qu'il lui faut. Vous pouvez entrer 5 minutes, 1 par 1, et seulement si vous n'êtes pas positive. Elle a hésité. Puis elle a remis son masque de mamie bienveillante et est entrée. Je suis restée sur le seuil, à l'affût du moindre mot qui pourrait perturber Léo. L'année qui a suivi est devenue notre chantier de reconstruction. Léo a entamé la rééducation avec une détermination qui m'a coupé le souffle. Il a fait ses premiers pas avec un déambulateur, lentement, prudemment, puis a réussi à marcher seul sur quelques mètres. Les maux de tête et les trous de mémoire nous ont parfois ramenés brutalement à la réalité, mais sa volonté ne faiblissait pas. Il retrouvait peu à peu son humour, lançait des blagues à Camille et recommençait à dessiner des poissons dans son carnet. Mes collègues de l'école ont nettoyé notre appartement de fond en comble. Les parents de Samuel, que Léo appelle affectueusement Papy et Mamie du Sud, ont passé plusieurs semaines avec nous, apportant une tendresse constante. De mon côté, j'ai repris quelques contrats photos lors d'événements locaux, des mariages simples, des fêtes de quartier. J'avais besoin de retrouver un peu de stabilité financière après que ma mère a tenu sa promesse. Elle nous a rayés du testament, du fonds pour l'université, de tout. Mon père a appelé, bouleversé. Je n'ai pas eu le choix, Maëlle. J'ai entendu la tristesse dans sa voix, mais aussi l'habitude, celle de s'effacer. Moi, j'en ai eu un, ai-je répondu. Solène, de son côté, a envoyé quelques colis pour Léo. Des livres sur la mer, un puzzle, une lettre timide. Je l'ai perçue comme une tentative maladroite de réparer. Eliane, elle, a continué à venir de temps en temps. Mais je posais les règles. Pas de remarques, pas de commentaires sur mon travail, notre appartement, nos finances. Si elle dérapait, la visite s'arrêtait. J'étais intraitable et je sentais Léo apaisé. Son 13e anniversaire, on l'a fêté chez nous, dans notre petit salon, décoré avec des guirlandes qu'il avait lui-même dessinées. Adrien et ses parents étaient là, mes collègues aussi, et les grands-parents du Sud en visioconférence. Mon père est passé 1 heure les bras chargés de cadeaux neutres, sa présence hésitante, comme s'il marchait sur des œufs. Ce soir-là, sur le balcon, Léo a contemplé la ville. Puis il m'a demandé « Tu crois qu'un jour, on se rapproche de mamie encore ?» Je me suis assise à côté de lui. Il méritait une réponse honnête. Tu sais, parfois, aimer quelqu'un, ça veut dire mettre une barrière. Parce que leur manière d'aimer blesse plus qu'elle aide. Il a hoché la tête, sans colère. Tu es restée avec moi, maman. C'est ça qui compte. Et il avait raison. En choisissant Léo, j'avais brisé une chaîne invisible. Une chaîne faite de devoirs imposés, de loyauté toxique, de peur de décevoir. J'avais peut-être perdu une sécurité matérielle, mais j'avais gagné bien plus. Le droit de vivre selon mes valeurs. D'élever mon fils sans arrière-pensée, sans devoir me justifier. Son accident nous avait mis à genoux, mais il nous avait aussi montré notre force. Une force discrète, mais indestructible. Nous étions suffisants, juste lui et moi, et tous ceux qui avaient choisi d'être là sans condition. À vous tous qui avez suivi notre histoire, merci. Vous avez été témoins de nos peurs, de notre combat et de notre nouveau départ. Si cela vous a touché, abonnez-vous. Chaque nouvelle épreuve est une chance de bâtir une famille plus vraie, plus forte, ensemble. Alors si toi aussi, tu as tout donné sans compter, si tu t'es battu pour ceux que tu aimes et qu'on t'a ignoré, critiqué ou menacé quand tu as enfin dit non, ce récit est pour toi. Pour ceux qui restent debout quand tout s'écroule, qui choisissent l'amour vrai plutôt que les apparences. Si ça t'a parlé, clique sur j'aime, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, le vrai courage, c'est de protéger ceux qu'on aime, même quand ça veut dire couper les ponts pour de bon.